Bonjour à tous et bienvenue sur Mandarin TV, l'unique chaîne de télévision franco-chinoise d'Europe. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Océane Riosé, étudiante en deuxième année à l'IMAC, une école multimédia. Océane Riosé est française, mais c'est Mandarin TV qu'elle a choisi pour faire son stage. Pourquoi? En quoi consiste son stage? Et surtout, comment est né son intérêt pour la Chine? Océane Riosé, bonjour. Bonjour Camille. Merci d'être avec nous. En quoi consiste votre stage au sein de Mandarin TV alors? Donc moi je suis dans le département français de Mandarin TV et mon stage consiste en montage et cadrage d'émissions, c'est-à-dire que j'ai des émissions à monter sur des logiciels pour un rendu final pour la télé et le cadrage consiste à aller sur des lieux de tournage et filmer avec la caméra, prendre le son et diriger les personnes qui sont sur le plateau pour le tournage. Et quel logiciel utilisez-vous pour faire du montage alors? On utilise le logiciel Premiere Pro qui est de la suite Adobe et donc c'est un logiciel qui permet de faire beaucoup de choses dont du traitement de son, le traitement d'image. Donc c'est assez complet pour les émissions. Ouais, il paraît que Premiere Pro c'est un logiciel assez compliqué, non? Il y a beaucoup d'options en fait dessus et c'est vrai qu'il faut savoir quelques petits raccourcis, des petites ficelles pour le maîtriser comme il faut. Ouais. Et tout ça, vous avez appris à l'école, j'imagine, ou vous l'avez appris, enfin une partie de votre savoir-faire technique, vous l'avez acquis, on va dire, sur le terrain. Comment ça se passe? Pour le logiciel Premiere Pro, j'ai appris donc les bases à l'école, effectivement. En première année? C'est ça, en première année et en deuxième année aussi. Donc c'est vrai qu'on commence par des cours, mais là où on se forme le mieux, c'est vraiment dans les projets, quand on monte des émissions, des courts-métrages, etc. Donc il y a une grosse partie aussi qui s'apprend par la pratique. Ouais, c'est-à-dire qu'en dehors de vos études, vous travaillez aussi chez vous pour perfectionner votre dernier de montage. Exactement, donc moi je fais beaucoup de courts-métrages ou des clips, des choses qui m'intéressent avec des amis. Oui. C'est avec ça, des amis. Oui. Donc on a un collectif exprès pour la vidéo où on s'entraîne comme ça, on s'améliore, on tente des choses, on teste le format vidéo qu'on a. Ouais, et c'est pour ça que ici, dès que vous êtes arrivé, vous êtes tout de suite opérationnel. Pas de problème. En fait, je connaissais déjà très bien le logiciel et les ficelles du tournage, donc ça a été plus facile pour moi de faire mon travail ici à Mandarin TV. Est-ce que vous avez utilisé d'autres types de logiciels pour faire du montage ou c'est que Premiere Pro? Des fois on utilise aussi After Effects pour des petits effets à mettre sur les vidéos en plus ou pour des jingles, de fabrication de jingles. Mais c'est vrai que j'ai quand même beaucoup utilisé Premiere Pro par rapport à d'autres logiciels parce qu'il est vraiment complet. Ah oui, mais. Et c'est pour ça que, en fait, je pense que tous ceux qui pratiquent le montage savent utiliser Premiere Pro. Je pense que c'est un des logiciels de base à savoir quand on veut faire du montage. Le plus complet et le plus performant, non? De mon expérience, c'est un que je préfère parce que c'est un des plus malléables, on va dire. Mais il y a des logiciels plus compliqués qui sont peut-être plus performants au niveau du traitement des vidéos, mais je pense que c'est un très bon logiciel de montage. Ouais. Là, vous êtes en deuxième année, c'est pour ça que là, vous faites un stage de fin d'année par rapport à votre deuxième année. Mais est-ce que quand vous entamez la troisième année, vous continuez à pratiquer Premiere Pro Alors justement, la troisième année, c'est notre année de spécialisation. Donc c'est l'année où on choisit si on veut faire de la vidéo, du web, de la 3D. Et donc ceux qui partent en vidéo, donc c'était mon choix de base, c'est vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup de projets en fait, comme des interviews ou des courts-métrages qui permettent d'utiliser beaucoup ces logiciels-là. Ouais, on va y revenir tout à l'heure. Alors au sein de Mandarin TV, quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez au quotidien, n'est-ce pas, en tant que monteuse? Alors est-ce que c'est des sujets très spécifiques ou c'est très varié? Alors pour les interviews plateau, c'est très varié. La journaliste présentatrice avec laquelle je travaille fait des interviews, que ce soit au niveau des entrepreneurs, donc on a fait des choses sur des masques performants ou d'autres choses comme ça sur des entrepreneurs, mais aussi sur du tourisme, de la peinture, mais aussi du cinéma, enfin un peu de tout. Ouais. Alors, quels sont les thèmes qui vous ont le plus marqué par rapport aux interviews réalisées en studio? Le tourisme, par exemple, quels sont on va dire, les sujets sur lesquels vous avez travaillé? Alors récemment, pour le tourisme, j'ai travaillé sur
l'interview du directeur de l'entreprise de la Tour Eiffel. Donc c'était vraiment très intéressant de voir les coulisses de ce monument historique français. Ouais. Mais aussi tout ce qui s'est passé par rapport au coronavirus, les normes qu'ils ont dû prendre, comment est géré ce monument. Donc c'était vraiment une interview très intéressante. Ouais, on a appris aussi que la Dame de Fer française a perdu 27 millions d'euros au cours des 3 derniers mois. Ouais, c'est pour ça qu'ils sont en train de tout mettre en œuvre pour remonter la pente, parce qu'il n'y a eu aucun licenciement en fait. Ouais. C'est vrai, ça a été très bien géré la crise par cette entreprise. Ouais. Et par rapport au sujet traité en studio, j'ai vu qu'il y avait pas mal d'interviews sur la peinture, sur la sculpture. Et c'est pas évident quand même de faire du montage sur ces interviews. Qui est-ce qui vous fournit les visuels alors? Comment ça se passe? Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a un échange avec l'invité ou des personnes qui travaillent pour les invités qui nous fournissent des visuels, que ce soit des vidéos ou des photos. Et donc, on utilise ces photos qui sont libres de droit et dont on a l'autorisation. Voilà, c'est surtout ça, libre de droit. C'est ça, voilà, c'est le plus important, respecter les droits à l'image. Ouais. Et si jamais j'ai besoin de compléments ou d'images en plus, je fais des recherches pour trouver des contenus qui sont libres de droit et qui correspondent au mieux à ce qui est dit dans l'interview pour illustrer pour les téléspectateurs. Est-ce que ça prend beaucoup de temps de chercher vous-même des illustrations sur Internet, par exemple? Alors oui. Et comment oui, mais comment vous y prenez alors? Donc ça prend beaucoup de temps, c'est une grosse partie du travail pour ces interviews-là. Et donc j'ai des sites spécialisés qui offrent gratuitement des vidéos tournées par des professionnels qui sont libres de droit et de bonne qualité. Donc c'est ça qu'on utilise en général. Et ça veut dire que par exemple si vous trouvez une interview, vous trouvez une vidéo de 3 minutes, vous pouvez l'utiliser intégralement. Alors voilà, parce c'est les libres libres de droit, on peut. Voilà, c'est ça, Ouais. Exactement, on peut utiliser les 3 minutes. Mais généralement. C'est un site spécialisé. Donc il y a des sites spécialisés qui sont vraiment dans ce domaine-là pour le libre de droit. Et comment ça se passe si on a besoin d'illustrer par de la musique, par exemple? Alors la musique, c'est pareil, il faut chercher sur YouTube, sur d'autres plateformes qui existent, libres de droit, ce qui est... c'est beaucoup de recherche parce qu'il faut vraiment trouver le bon thème pour ce qui correspond le mieux au sujet, donc ça prend beaucoup de temps. Mais quand par exemple vous recevez le rush, après chaque interview, comment vous organisez pour faire un montage de A à Z pour que le rendu soit satisfaisant au niveau de la qualité? Parce qu'on travaille pour une chaîne de télé, ce n'est pas une web TV, n'est-ce pas? C'est ça, voilà. Ouais. Donc c'est tout l'enjeu, c'est vraiment de rester qualitatif dans le sujet et de rester surtout intéressant pour les téléspectateurs. Mais ça veut dire que vous devez, quand vous recevez le rush, c'est-à-dire l'interview brute, vous devez regarder A à Z, ou vous regardez au fur et à mesure comment vous organisez. Généralement, ce que je fais, c'est que je regarde au fur et à mesure, je regarde toute l'émission pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur de micro ou des problèmes de téléphone, des choses comme ça. Donc dès qu'il y a une erreur, je l'enlève. Et ensuite, j'essaie de mettre régulièrement des images d'illustration, à peu près toutes les 5 minutes pour garder l'attention et pour illustrer. Minutes, Oui, voilà. Pour une interview de combien de temps alors? Alors généralement, c'est 35 minutes, des fois 40, ça dépend du sujet. Donc ça veut dire que toutes les 5 minutes, par exemple, vous mettez une illustration. Alors c'est pas aussi strict que ça parce que si jamais j'écoute l'interview et que je me dis c'est vraiment intéressant, il faudrait un visuel, un support, je trouve à ce moment-là, même si c'est 2 minutes ou 3 minutes. Mais est-ce que c'est plutôt facile de faire le montage d'une vidéo, d'une interview tournée en studio? Alors c'est assez simple par rapport à d'autres interviews, par exemple des reportages extérieurs. On y reviendra. Parce qu'on a quand même la trame de l'interview plateau qui est assez présente. Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près en général? En général. Si par exemple l'invité vous fournit par exemple pas mal d'illustrations, ça vous prend combien de temps alors? Alors si j'ai beaucoup d'illustrations. Beaucoup d'illustrations. Pour une interview de 30 minutes par exemple. À ce moment-là, c'est plus facile parce que j'ai déjà les illustrations qui sont trouvées.
Donc généralement, je vais mettre 3 heures parce qu'il faut que je regarde toute la trame, que je rajoute tous les sous-titres, que je vérifie tout, que je positionne au bon endroit. Donc 3 heures, on va dire, 2-3 heures. Vous vérifiez tout. Alors, en fait, quand vous livrez le résultat final, est-ce que la dernière étape, ça s'arrête à la fin du montage ou vous devez procéder à d'autres, vous devez faire d'autres, on va dire, effectuer d'autres tâches supplémentaires par rapport à la, par exemple, à la diffusion de l'interview? Alors, une fois que le montage est fini, il faut exporter le média et l'envoyer à une entreprise extérieure qui va transformer dans le bon encodage pour qu'on puisse le passer à la télévision. Oui, ça c'est pour la partie télé. C'est ça. Voilà. Et donc ça prend beaucoup de temps aussi parce que généralement pour une émission de 30 minutes, il va falloir le même temps, donc à peu près 30 minutes pour l'exportation, ensuite l'envoyer à l'entreprise, faire attention aux noms, etc. Donc ça prend du temps, tout ça en plus dans le montage, c'est compté dedans évidemment. Après, pour la version web, comment ça se passe? Parce que Mandarin TV, c'est une télévision, mais cette télévision, elle possède aussi son propre site internet. Alors, je livre une information au passage. Depuis janvier jusqu'à fin mai, on a comptabilisé 1 070 000 vues, je crois. Ce qui est quand même un chiffre important. Alors, comment vous vous y prenez pour la mise en ligne alors? Alors, pour la mise en ligne, c'est géré par une autre personne à qui je donne un format spécial web. Donc, ce format, il doit avoir le logo de Mandarin TV. Le logo de Mandarin TV, c'est ça, voilà. Dans l'angle droit en haut à gauche, pour respecter la ligne éditoriale. Et le jingle de fin de Mandarin TV. Et donc, ensuite, une fois que ce fichier-là est prêt, je l'exporte dans un format spécial web que je donne à la personne responsable de mettre en ligne le site web. Alors, il me semble avoir vu passer une interview que vous avez montée, c'est par rapport au festival des documentaires chinois. Et il y avait pas mal d'illustrations, des extraits de documentaires chinois. Alors, comment avez-vous fait pour monter cette émission alors? Alors effectivement, donc ça c'était une interview d'un cinéaste. Et pour tout ce qui était de trouver les vidéos des documentaires présents, on a travaillé en collaboration avec le cinéaste et son assistante pour que je puisse récupérer des rushs de documentaires, alors que les documentaires ne sont pas encore diffusés, via des plateformes sécurisées avec des mots de passe. Et donc il y a vraiment un échange entre l'invité et donc moi, la monteuse, pour qu'on puisse arriver au bon résultat de l'interview. Oui, ça a nécessité beaucoup de travail, parce qu'en fait, ils vous fournissaient pas mal de documentaires. Et est-ce que vous deviez les visionner en intégralité ou vous vous contentez de regarder quelques extraits correspondant aux propos de l'invité? Donc déjà, je savais par rapport aux propos de l'invité ce que je cherchais à peu près comme image dans le documentaire. Et je savais à peu près où ça allait se positionner dans le documentaire, donc je regardais ces images-là, je passais assez vite, je regardais ce qui correspondait le mieux et je sélectionnais les morceaux idéaux pour que ça garde quand même un rythme et sans dévoiler bien sûr tout le documentaire. En fait, quand vous êtes arrivé au sein de Mandarin TV, vous êtes tout de suite opérationnel. Est-ce que c'est vraiment grâce à vos 2 années de formation? Alors c'est un mélange des deux. On va dire que la formation est vraiment la base théorique pour tout ce qui est du montage, de la vidéo, comment garder le rythme, comment tout ce qui est la partie basique, c'est l'école. Et ensuite il y a une grosse partie aussi en dehors de l'école où je me suis formée seule et avec des personnes aussi passionnées comme moi de vidéo. Et donc c'est les deux ensemble, la pratique et la théorie, qui font l'efficacité en fait au niveau d'un montage. En fait, les sujets sur lesquels vous travaillez en tant que monteuse sont très variés, on l'a vu tout à l'heure. Ça va des sujets économiques comme la création d'entreprises, au cinéma, en passant par le tourisme et la peinture. Alors, en ce qui concerne la peinture, vous avez fait pas mal d'interviews là-dessus. Et là aussi, pour la recherche d'images, ça a nécessité beaucoup de travail. Par exemple, j'ai vu que vous avez monté une émission sur l'exposition d'un peintre qui s'appelle Girard. Enfin, son nom de famille est Giral. Eh bien, comment vous avez fait alors? Parce qu'il y avait pas mal d'illustrations. Voilà, c'est ça. Eh bien, j'ai d'abord regardé toutes ces peintures.
Et par rapport... Toutes les peintures qu'il vous a envoyées, c'est ça? Tout ce qu'il m'a envoyé, j'ai regardé et j'ai sélectionné déjà ce qui me plaisait le plus. Et ensuite, pendant l'interview, quand il parlait de certaines peintures, j'ai mis évidemment ces peintures-là. Et quand j'ai dû illustrer, j'ai mis d'autres peintures qui me plaisaient. J'ai aussi trouvé des images de peintres en train de peindre, des choses comme ça, libres de droit, que j'ai pu utiliser pour vraiment montrer le travail du peintre en efficacité et en profondeur. Voilà, donc on a vu l'essentiel des vidéos, des émissions que vous avez montées pour les interviews, tournées en studio. Et l'autre partie de votre travail, vous le disiez tout à l'heure, c'est des tournages extérieurs. Comment ça se passe alors? Alors les tournages extérieurs, donc je suis avec une journaliste présentatrice qui, elle, trouve les invités, trouve le sujet sur lequel on va discuter. Et donc moi, je suis vraiment la partie technique du reportage. Donc, et là, votre rôle, c'est quoi? C'est monteuse Alors c'est cadreuse. Cadreuse. Voilà, c'est ça. Et là, vous jouez un rôle beaucoup plus important, là, cette fois-ci. C'est ça, j'ai un rôle assez important. C'est-à-dire caméraman. Voilà, caméraman, mais aussi, on va dire que je dirige aussi un petit peu l'équipe pour leur dire techniquement comment se positionner par rapport à la caméra, où mettre les lumières, comment ça va se passer pour prendre le son. Donc il y a une grosse partie d'explication et il y a aussi la partie technique où je filme, plusieurs angles de vue. Il faut beaucoup réfléchir en fait à comment on va filmer pour gagner du temps et pour avoir les meilleurs angles possibles, pour pas toujours être fixe au même endroit. Est-ce que cette partie de votre travail est plus compliquée et plus difficile que le travail de monteuse? En quoi est-ce que c'est plus difficile? Enfin, si vous pensez que c'est plus difficile. Alors oui, c'est vrai que c'est plus difficile parce qu'en fait, ça prend beaucoup plus d'énergie physique parce qu'il faut tenir les caméras, il faut... c'est ça. On est actif, c'est social. Mais vous avez quand même un trépied parfois, non? Oui, bien sûr. Donc il y a des fois des parties trépied, des fois des parties où il faut prendre à l'épaule. Mais voilà, il y a toujours le côté, il faut quand même transporter le matériel, etc. Il faut discuter avec les gens aussi, donc c'est différent que d'être seul devant son ordinateur. Ça prend plus de temps, c'est beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment passionnant, je trouve. Moi, c'est une partie que j'aime beaucoup. Que vous aimez beaucoup parce que c'est beaucoup plus créatif peut-être. C'est vrai, c'est créatif et c'est dynamique, donc j'aime beaucoup. Mais quels sont les sujets sur lesquels vous avez déjà travaillé alors, on a l'émission Presque un chef. Le premier tournage, par exemple, c'était quoi, le premier? Alors, le tout premier, il me semble que c'était la cuisine. La cuisine. Pour Presque un chef. Donc là, on est dans un restaurant pour une recette de cuisine de baozi. C'est quoi, baozi? Alors, le baozi, c'est une sorte de... Comment expliquer ça? C'est une sorte de petit beignet chinois avec une farce à l'intérieur. Ouais. Et donc ça, c'est leur spécialité. Et nous, ce qu'on avait filmé comme recette, c'était la recette des galettes de légumes de... Alors, la région, je ne me souviens plus exactement de... Tianjin, c'est ça. J'ai vu le reportage. Voilà. Très bien fait. Ils étaient vraiment très contents. Hein. Ouais. C'est vrai, et voilà. Donc, vous avez rencontré le chef? Exactement. Ouais. Donc le chef nous a expliqué comment faire la recette, d'où venait la recette. Vous êtes allé dans la cuisine, carrément. Voilà, c'est ça, avec la chef directement pour nous apprendre à faire la recette avec tous les ingrédients nécessaires. Ouais. Et c'était lourd à porter, la caméra. Alors la caméra, c'est vrai que là, pour ce genre de format-là, il faut porter à l'épaule. Donc il faut être mouvant, mais il faut être stable aussi, donc c'est assez difficile. Et après, alors l'étape d'après, c'est quoi alors? Une fois que vous avez filmé? Alors l'étape d'après, c'est que on dérush, donc on choisit les rushs qui sont potables. C'est vous qui dérushez, hein? C'est ça, voilà. Ça, c'est aussi dans le montage, c'est de sélectionner les vidéos intéressantes et ensuite de réussir à les combiner pour que ça garde quand même un ordre chronologique, mais que ce soit pas non plus trop long et que ce soit attrayant. Donc c'est là aussi tout le travail du monteur. Ouais, pas évident en fait, hein. Assez compliqué pour les reportages comme ça où il y a beaucoup de vidéos. J'ai vu que vous aviez fait des émissions aussi sur la musique. Comment ça se passait alors? Alors pour la musique, c'était l'émission Musiciens en herbe qui est en partenariat avec une association nommée l'OFJT. Voilà. Et donc pour cette émission-là, on a interviewé plusieurs personnes de l'association. On a aussi assisté à des concerts qu'on a captés. Donc vous êtes allé... je vais dire en région parisienne, n'est-ce pas? C'est ça. Où se trouve l'association. Hein. Donc on se déplace directement là où se passe l'action, on va dire, avec la caméra, etc. Donc on va vraiment les voir, on discute avec eux, on filme ce qu'il y a à filmer et puis après on monte l'émission
ici à Mandarin TV. En cette période de crise sanitaire, pas mal d'associations ont arrêté temporairement leur activité, ce qui est, me semble-t-il, le cas de l'OFJT. Et pourtant, j'ai vu dans vos émissions musicales pas mal de concerts. Alors, comment avez-vous fait pour ces images de concerts alors ces images de concert, ça nous a été fourni par l'OFJT. Ça vous a été fourni. Donc il y a une majorité en fait qui nous ont donné pour qu'on puisse illustrer leurs propos quand ils parlaient de concerts qu'ils ont faits ou de choses qu'ils ont pu faire pendant le confinement. C'était magnifique, franchement. Oui. Ouais. Et donc tout ça, je le récupère en partenariat avec les personnes de l'association et je les incorpore au montage pour que ce soit cohérent et qu'on puisse montrer aux téléspectateurs ce que c'est vraiment. Parce qu'à chaque fois, ça dure quand même 50 minutes, n'est-ce pas? Et est-ce que le montage vous a semblé difficile? Alors, c'était pas tant difficile que ça parce que comme je suis allée au tournage, je savais dans ma tête à peu près où mettre les parties interview, où mettre les parties concert, donc c'était facile. C'est souvent ça, c'est l'avantage de partir en tournage, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il vaut mieux que la caméraman ou le caméraman soit la même personne que la personne qui fait du montage. Comme ça assure une cohérence. C'est ça, moi je trouve que c'est, en tout cas personnellement, je préfère tourner et monter la même émission, comme ça je sais ce que je voulais au départ et le résultat pour avoir les rushs dont j'ai besoin, pas oublier quelque chose. Comme ça c'est moi qui maîtrise, on va dire, de A à Z l'image pour rien oublier. Mais il me semble que vous êtes allé filmer un concert dernièrement. Exactement. Et là c'était différent, Alors comment ça s'est passé alors? Donc là, c'était différent, effectivement, puisqu'on devait filmer tout le concert. Le concert. Voilà, c'est ça. Et il y avait une caméra fixe qui filmait le concert d'un plan d'ensemble pour voir toute la scène, et une autre caméra que je portais à l'épaule pour que l'on ait des plans plus rapprochés, des artistes, différents angles de vue, pas toujours rester au même endroit, pour que ce soit plus comme un spectateur pourrait tourner la tête sur la scène. Donc vous êtes parti avec 2 caméras. C'est ça. Ouais. Et ils sont venus vous chercher, j'imagine, parce que 2 caméras, plus le trépied, c'était lourd quand même. Oui, bien sûr, là, le transport a été assuré parce que c'est compliqué de se déplacer autrement quand on a beaucoup de matériel. Alors, vous avez tourné sur d'autres sujets, par exemple la dégustation du thé. Alors, comment ça s'est passé? Alors, la dégustation du thé, c'est vrai que c'est une autre partie d'autres reportages qu'on a fait. Là aussi, c'est compliqué parce que comme c'est très méthodique et c'est très précis comme cérémonie, il faut bien tout filmer, mais comme c'est aussi long, comme une cérémonie peut durer plusieurs heures. Vous avez mis combien de temps pour filmer Quasiment toute une après-midi. Toute une après-midi, oui. Toute une après-midi pour finalement 2 émissions de 20 minutes. 2 émissions de 20 minutes. Oui, voilà. C'est beaucoup de temps de tournage et pour finalement un résultat qui peut sembler court aux téléspectateurs. Et sans parler du temps consacré au montage, n'est-ce pas? Bien sûr. Est-ce que le montage, ça a été, on va dire, compliqué? Le montage était assez compliqué parce que, comme il y avait beaucoup de gestes précis, il était difficile d'avoir des zooms, par exemple, sur une tasse, mais en même temps filmer l'action. Donc, comme on veut montrer des choses précises, mais avoir l'ensemble aussi de la table, ça peut être compliqué de trouver les bonnes vidéos au bon moment. Donc ça a été un vrai challenge, on va dire. Et en ce qui concerne les émissions artistiques, vous avez aussi tourné, on va dire, sur d'autres sujets, la danse par exemple. C'est vrai qu'on a aussi fait des émissions de danse. Donc là, on est allé directement voir l'association de danse et on a pu filmer dans une vraie salle d'entraînement de danseuses avec une danseuse qui nous a montré des gestes. Donc ça, c'était vraiment intéressant de pouvoir filmer ça et de pouvoir le montrer aux téléspectateurs qui regardent Mandarin TV. Alors, Océane, vous êtes française. Vous êtes donc, pour l'instant, vous êtes en train de terminer votre stage au sein d'une télévision franco-chinoise. Et comment est né votre intérêt pour la Chine? Alors, ça a commencé très jeune. Et comme je voyais que j'aimais beaucoup tout ce qui était pays asiatique, mais particulièrement la Chine, pour tous ces paysages, tout ce qu'on voit par rapport à ça, je me suis inscrite en cours de langue de mandarin au lycée, et que j'ai étudié pendant 3 ans avec une professeure quand même. qui avait vécu en Chine plusieurs années.
Et donc c'est là que vraiment je me suis passionnée pour ça. Et j'ai même pu faire un voyage à Shanghai de 15 jours par rapport à ces études-là. Mais avant de parler de votre voyage à Shanghai, vos cours de chinois, est-ce que c'était difficile, hein? Parce que le chinois est quand même totalement différent du français. Alors c'était assez difficile parce que c'est vraiment une langue différente. Ouais. Comme chaque caractère a son propre son associé, c'était assez compliqué au début de rentrer dans cette mentalité, de se dire il n'y a pas un alphabet Non. et qu'il faut, c'est Justement. chaque mot. Il faut avoir beaucoup de mémoire, n'est-ce pas? C'est ça, ouais. Mais moi j'aimais beaucoup l'écriture et c'était plus compliqué pour moi par contre de faire les différents accents et tonalités de la langue Ouais, parce que chinoise. chaque syllabe a 4 accents différents, n'est-ce pas? Et suivant l'accent, ça donne un sens différent. C'est ça qui Ouais. était vraiment compliqué pour moi de prononcer parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir des prononciations aussi différentes en français par exemple. Vous étiez combien dans votre classe alors? On devait être une classe d'une trentaine à peu près. Ah, non, mais je veux dire, sur les 30, combien étudiaient la langue chinoise alors? Tout le monde? Oui, Ah, tout le monde. Ah, en oui, fait on mais avait c'était un lycée, c'était une classe spécialisée pour le chinois. Ah oui. Donc on était une trentaine dans ce cours de chinois-là qu'on étudiait pendant 3 ans. Et après, au bout de 3 ans, vous êtes allé à Shanghai, c'est ça? C'est ça, voilà. Ouais. Et c'était un voyage organisé par votre école peut-être? C'est ça, c'était un Alors, voyage votre scolaire. impression sur Shanghai, qu'est-ce que vous avez fait? Pendant combien de temps? Alors c'était vraiment un voyage intéressant parce qu'on était dans des familles shanghaïaises qui nous ont accueillis au sein de leur Des famille. familles d'accueil. Voilà, c'est ça. Oui. Avec une étudiante qui était en échange qui venait ensuite chez nous. Et donc c'était vraiment intéressant de voir la vie d'une famille shanghaïaise en fait de l'intérieur. On a pu faire beaucoup de sorties dans la ville, c'était assez vert, avec des grands monuments, beaucoup de culture. C'était en quelle année alors? Alors c'était en 2016 il me semble. 2016, donc il y a 4 ans. C'est ça, il y a 4 ans. Et donc j'avais pu visiter beaucoup de beaux musées, faire des cours de cuisine avec des chefs chinois. Donc c'était vraiment, j'en garde un très bon souvenir. Oui. Est-ce que vous avez l'impression que Shanghai est une ville très occidentalisée? Est-ce que c'est la Chine, comment dire, que vous attendiez de voir? Alors je pense que c'est une ville qui est assez occidentalisée, mais ça m'a quand même fait un choc de culture Ah oui? assez important parce que j'avais jamais visité de pays asiatique avant. Donc en fait c'est pas forcément, c'est plus par exemple dans la nourriture, dans les sensations, dans les personnes qu'on rencontre, qu'on voit que c'est vraiment une culture différente. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des choses occidentales qui restent. Par exemple, un exemple précis. Un exemple précis, Ouais. je dirais que c'est vraiment, par exemple, on est allé au restaurant en famille et le fait que tout le monde commande des plats pour toute la table et qu'on Oui. partage et qu'on prend ça. dans plusieurs assiettes, ça c'était assez Sur une surprenant. plaque ronde et tournante, c'est ça, voilà. Ah oui. Donc ça m'avait surprise dans une différente culture, une différente mentalité de partager. Donc voilà, ça c'est un des exemples concrets que j'ai pu voir à Shanghai. Oui. Vous avez visité d'autres villes? Et j'ai pu partir à Taïwan, à Taipei. Mhm. Et donc c'était vraiment différent. Donc là pareil, c'était il y a 1 an pour mes études, parce que j'ai continué un peu le chinois quand j'étais en université. Et c'était vraiment un très bon accueil parce qu'on a été pris en charge par une université taïwanaise qui nous a fait visiter de grands monuments. On a pu faire le Nouvel An à Taipei avec la grande tour de Taipei qui s'illuminait, donc c'était magnifique. Et c'est assez différent de Shanghai par exemple pour le côté vraiment plus nature de l'île en fait. On prenait le métro, au bout de la ligne de métro, il y avait des forêts tropicales, enfin, c'était vraiment impressionnant. C'est très vert, hein, Taïwan. C'est ça, voilà. Ouais. Et vous avez pu pratiquer la langue chinoise à Shanghai comme à Taïwan, à chaque fois? Oui, alors à Shanghai, peut-être un peu plus, comme j'étais vraiment dans une famille shanghaïaise qui parlait peu l'anglais. Et donc là, j'ai pu apprendre beaucoup de mots. Et pourtant, à Shanghai, ils parlent surtout le shanghaïen. Oui, c'est vrai. Et votre famille d'accueil, vous parlez quoi? Le shanghaïen ou le mandarin? Je crois qu'ils étaient pékinois de base, donc je pense que j'ai plus ils ont appris. sélectionné une famille. Enfin, Je ne sais pas d'origine s'ils ont pékinoise. sélectionné ou si c'était le hasard, mais il me semble que c'était une famille pékinoise, donc je ne crois pas que j'ai eu d'accent shanghaïen ou de choses trop prononcées parce que je comprenais quand même ce qu'ils disaient, même s'ils parlaient très vite. Oui, oui. Ouais, vous aviez pu pratiquer tous les jours hein, le chinois.
Oui, c'était même épuisant, Épuisant. de parler une différente langue aussi longtemps, quoi. Ouais. Vous étiez seul dans cette famille ou il y avait d'autres Français et Non, j'étais Françaises? seule. On était seuls dans les familles pour le soir et après la journée, on retrouvait notre classe pour des sorties dans Shanghai. Alors, Océane, vous terminez bientôt votre stage au sein de Mandarin TV. Quels sont vos projets après votre stage, bien sûr, hein? Alors là, il me reste encore une année d'école et pour cette année d'école, j'ai la chance de pouvoir partir 6 mois en Allemagne pour un échange universitaire, Erasmus. Donc je vais partir 6 mois à Stuttgart étudier le cinéma plus précisément. Donc En Allemagne? c'est ça. Vous parlez allemand? Pas vraiment, mais ça va être en anglais, donc ce sera... Ah, en anglais. Vous je vais parlez pouvoir, couramment l'anglais? Couramment, oui, assez bien. Je vais pouvoir me débrouiller là-bas, peut-être débuter avec l'anglais et puis continuer l'allemand. Ouais. Et est-ce que à la fin de votre stage, vous devez tourner un film, par exemple? Alors non, après, pour valider mon diplôme, je dois faire 6 mois de stage. Donc ces 6 mois de stage, je ne sais pas encore où je vais les faire, peut-être en Allemagne, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais après, une fois que j'aurai fini ça, je vais essayer de faire du cinéma et peut-être faire un long métrage. Ouais. Pour terminer, quel est votre plus beau rêve professionnel? Alors mon rêve professionnel, ce serait de devenir scénariste-réalisatrice de longs métrages de fiction. Donc je vais tout faire pour y arriver et on verra si je peux réaliser ce rêve un jour. Je vous souhaite bon courage et bon succès. Merci beaucoup Camille. À bientôt. À bientôt.